Des panneaux de signalisation dissimulés par des parasols et autres marchandises, une situation à l'origine de disputes entre policiers et automobilistes. Et ce sont les derniers cités qui paient les pots cassés. Élèves et enseignants s'impliquent-ils dans la pratique du civisme? Comment les emmener à s'approprier cette notion? C'est ce que nous verrons dans ce journal. Et puis un avion d'Égypte Air disparaît en mer Méditerranée le 16 mai 2016 avec 66 personnes à bord. Nous reviendrons sur ce drame dans quelques minutes. Madame, Messieurs, bonsoir. De plus en plus, les panneaux de signalisation ne sont plus visibles à des carrefours. Pourtant, ils y sont seulement que des parasols et des baraques de commerçants cachent ces panneaux, conséquence des automobilistes épinglés par des policiers, ce qui suscite des disputes. Moussa Konaté s'est rendu dans quelques communes du district d'Abidjan. À ce carrefour, dans la commune de Trècheville, cette vendeuse déballe ses marchandises. Comme support d'étalage, ce panneau de signalisation, la commerçante semble ignorer l'importance de l'engin. Non, le panneau ne dérange pas. Nous, on ne dérange pas le panneau, parce que le panneau est fixé de l'autre côté. Cachés par les installations anarchiques, les baraques et parasols des commerçants, les panneaux de signalisation routière peinent à assurer leur fonction de faciliter la circulation. Ils sont aussi victimes de l'affichage sauvage. D'autres aussi viennent coller des affiches publicitaires sur les panneaux. On ne sait pas c'est quel genre de panneau encore, c'est sens interdit, c'est interdit d'aller à gauche ou à droite, ou bien on ne sait plus. Les affiches, c'est pas annonce là, c'est collé sur les panneaux. Bon, ça nous crée beaucoup de problèmes. Les gens ont caché les panneaux. Si les gens ne voient pas, comment ils vont respecter? Les vendeuses, elles ont installé les habits et autres. Ça ne permet pas de bien voir le panneau. Ces outils de signalisation dissimulés sont parfois source de mésententes entre automobilistes et agents de sécurité. Les conducteurs de taxis estiment être accusés à tort pour non-respect de ces panneaux. On n'arrive pas à certainement voir tous les panneaux. Il y a des panneaux qui sont cachés par les commerçants ou bien les véhicules qui sont mal stationnés. Bon, on ne voit rien. Bon, du coup, quand on essaie de traverser les carrefours, il y a les policiers qui nous alertent. Ça nous crée problème. Souvent, quand on ne sait pas qu'il y a un panneau là-bas, ou soit on marque, ou soit on fait un mauvais truc, les policiers nous arrêtent pour... faut aller au tic. Ils nous disent non, il y a un panneau ici. Mais quand on leur dit que non, nous on ne voit pas le panneau, ils disent non, il y a un panneau ici. Souvent, on nous fait payer des droits pour ça. Nous, à Yopougon ici, s'il y a des commerçants qui sont assis avant le panneau, qui font qu'il y a une mauvaise lisibilité de ce panneau, il y a lieu de les faire partir. C'est ça qui est la règle. Les autorités municipales de Yopougon rassurent donc de leur engagement à offrir plus de visibilité aux panneaux de signalisation. Elles invitent les populations et les usagers au respect des dispositifs de régulation de la route. Les infrastructures publiques, il faut les respecter. Que ce soit les panneaux de signalisation, que ce soit les feux tricolores, tout ce qui est pour le bien-être de la population, faisons en sorte de les maintenir et de les entretenir. Les panneaux de signalisation permettent de donner des informations relatives à l'usage de la route en indiquant la direction à suivre. Il est donc demandé à tout conducteur de les respecter. Le civisme au cœur d'une formation des élèves instituteurs Radabou. Le civisme qui devrait être l'affaire de tous désigne le respect de la chose publique et est l'affirmation personnelle d'une conscience politique. Le civisme implique donc la connaissance de ses droits comme de ses devoirs vis-à-vis de la société. Comment amener apprenants et enseignants à s'approprier cette notion? C'est le but de la formation à laquelle Malika a assisté. Le civisme est une valeur qui doit habiter tout citoyen. Mais au constat aujourd'hui en Côte d'Ivoire, cette valeur est à rechercher. Il n'est pas rare de voir des personnes s'adonner à des comportements peu responsables, voire délictueux, sans aucune gêne et inquiétude. On bafoue presque tout, même des symboles de la République. Les maîtres élèves du CAFOP de Dabou veulent se soustraire de ce constat. Ils ont invité dans la dynamique le commissaire principal de police, Louis Charlemagne, pour aborder la question et s'en approprier, mais surtout l'enseigner une fois sur le terrain. Aujourd'hui, c'est l'élève qui dicte la date de ses congés. C'est l'élève qui dicte la date de sa reprise des vacances. C'est l'élève qui gifle l'instituteur, le maître, le professeur. Le maître, dans sa fonction, a été désacralisé. Il faut revenir à ce statut sacré du maître, où nous le saluons en croisant les bras. Aujourd'hui, le maître est devenu l'ami de l'élève
ils sont dans les mêmes maquis ensemble, ils sont dans les mêmes boîtes de nuit, ils cherchent les mêmes femmes. Ce n'est plus la peine. Après avoir entretenu ses élèves maîtres, le conférencier revient sur certaines notions du civisme. Occasion pour lui d'inviter la jeunesse ivoirienne à plus de civisme. Nous venons de suivre un thème intitulé « L'enseignant et le civisme ». Ce thème est le bienvenu à partir du moment où nous sommes des enseignants qui donnent le savoir à des enfants. Mais avec le civisme encore, je pense que c'est plus important parce qu'à partir de ce thème-là, nous apprenons, nous avons des informations sur le comportement à adopter, tant au sein de l'école que dans notre vie quotidienne. Et au sortir de cette conférence, je pense que moi et mes collègues élèves maîtres, nous sommes aptes à adopter des comportements civiques. Le drapeau, l'hymne national, la devise et les armoiries de la République sont entre autres les symboles qui caractérisent une nation. Sachez que la date des inscriptions en ligne à la fonction publique est prolongée au 31 mai. L'opération a été lancée le 17 mars dernier. Et puis après des manifestations d'étudiants et de parents d'élèves, les soutenances du BTS pourront débuter en juin. Elles avaient été suspendues depuis près de 2 ans maintenant et 33 000 étudiants sont concernés. Le rendez-vous des filières et des métiers s'est déroulé dans le Moronou en vue d'emmener élèves et étudiants à opérer le meilleur choix d'orientation, une plateforme d'échange entre étudiants, entreprises et les professionnels pilotée par la direction régionale de l'éducation nationale du Moronou. La 4e édition des journées carrières dans le Moronou s'est déroulée autour du thème « Le rôle des modèles dans l'éducation à la carrière ». Le reportage de Léon Brou. Agents des corps militaires et paramilitaires, des régies financières, du corps médical et d'autres professions face aux déscolarisés, aux demandeurs d'emploi et aux élèves de la région du Moronou. Un seul mobile expliquait les structures d'accueil, les conditions d'accès aux filières de formation, à même d'ouvrir sur leurs métiers respectifs. Cadre de ces ateliers, la 4e édition des journées carrières, cette plateforme d'échange à l'initiative des acteurs de l'orientation. Nous sommes là ce matin avec tous les professionnels, tous les corps de métier pour informer les élèves, pour les mettre en contact avec leurs modèles, avec tous les corps de métier, afin qu'ils choisissent une filière d'études. Mettre les élèves, les diplômés et les déscolarisés en contact avec leurs modèles professionnels, pari réussi par la direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique, avec cette conférence sur le rôle du modèle dans l'éducation à la carrière. Parrain de ces journées carrières, le député Gilbert Amalama. Son représentant et le corps préfectoral ont marqué leur soutien aux acteurs du système éducatif dans la région du Moronou. Emmanuel Macron était au Mali aujourd'hui. Il a confirmé l'engagement militaire de la France dans le pays et au Sahel pour la sécurité de la région. Le président français a rencontré son homologue Ibrahim Boubacar Keïta. Il s'agit du premier déplacement d'Emmanuel Macron hors de l'Europe et sur un théâtre d'opération depuis son investiture. Et puis au Cap, les vols et attaques contre les ambulances de la ville en Afrique du Sud se multiplient et les urgentistes refusent de plus en plus de se rendre dans les zones dangereuses sans escorte policière au risque que les familles défavorisées en paient les frais. Ce vendredi soir, Patricia et Simpiwe sont de garde. Ces 2 ambulanciers assurent la permanence de quartiers dangereux de la ville du Cap en Afrique du Sud. L'année dernière, ils ont été attaqués lors d'un déplacement. Un problème auquel font face de plus en plus d'urgentistes. Dans certaines zones, beaucoup n'interviennent plus sans escorte de police. Mon collègue était en train de conduire. Nous avons reçu une brique ici. Toute l'ambulance vibrait. J'ai même entendu 2 coups de feu. Mais le gouvernement provincial manque de moyens. Et il faut parfois attendre 3 heures avant qu'une escorte soit disponible. Le temps qu'ils arrivent sur le lieu de l'accident, on a peur qu'il soit trop tard. Cela nous inquiète parce que des patients pourraient perdre la vie. Plus de 100 équipes ont été agressées l'année dernière, victimes de jets de pierre ou d'attaques à main armée. Certains ambulanciers traumatisés ne veulent pas reprendre le travail. D'autres demandent à être transférés dans des quartiers plus sûrs en dehors du Cap.
Je perds du personnel. Beaucoup d'employés se font embaucher par des entreprises privées qui souvent ne desservent pas ces quartiers défavorisés. Ou alors ils partent dans d'autres provinces où travailler est moins dangereux qu'au Cap. Les escortes policières ont été mises en place l'année dernière. Mais dans les rues étroites ou les impasses trop sombres, ils restent souvent à l'abri dans leur vannes. Les flics sont aussi en danger. Ce sont des cibles pour les criminels qui veulent voler leurs armes. Si les ambulances ne se rendent plus dans les quartiers dangereux, ce sont les familles les plus défavorisées qui en paieront le prix. Plus de 50 meurtres ont lieu en moyenne chaque jour en Afrique du Sud, un pays où la pauvreté et le chômage font des ravages. Élection présidentielle en Iran, le président sortant Hassan Rouhani, partisan d'une ouverture économique et culturelle et favori des sondages, affronte Ebrahim Raisi, conservateur religieux pour le fauteuil présidentiel. Plus de 56 millions d'Iraniens, les deux candidats vont départager les deux candidats qui ont une vision politique radicalement opposée. Téhéran, à quelques jours d'une élection cruciale. Les Iraniens sont appelés à voter vendredi pour accorder ou non un second mandat au président Hassan Rouhani. Parmi les enjeux majeurs, l'économie. Plus d'un an après la mise en place de l'accord nucléaire entre l'Iran et les grandes puissances, qui avait suscité beaucoup d'espoir. Pour les électeurs, le bilan est mitigé. Nous sommes dans une situation difficile. Les hommes politiques donnent des statistiques et disent qu'il y a du développement économique, mais nous ne le voyons pas vraiment dans la vie de tous les jours. Il s'agit uniquement de chiffres, ce n'est pas réel. La situation économique s'est améliorée après que Hassan Rouhani est arrivé au pouvoir et depuis l'accord nucléaire. Nous espérons que le prochain président, Rouhani encore peut-être, pourra encore plus améliorer les choses. Seuls 6 candidats ont été autorisés à se présenter cette année. Parmi les favoris, le religieux conservateur Ebrahim Raisi et le président sortant modéré Rouhani, en tête d'après des sondages non officiels. Mais son bilan est contesté. Le chômage touche 12,5% de la population et l'accord nucléaire n'a pour l'instant pas attiré les investissements étrangers espérés. Ses adversaires ont axé leur campagne sur la défense des plus défavorisés et la création de millions d'emplois. Hassan Rouhani a réussi à contrôler l'inflation, mais en même temps, nous avons eu une stagnation, ce qui a fait augmenter le chômage et les problèmes économiques. Donc certaines personnes ont une opinion négative de lui et de sa performance sur le plan économique. Pour Rouhani, l'heure est à la patience. Tout au long de sa campagne, comme ici lors d'un meeting à Téhéran, il a vanté la continuité et s'est engagé à lever le reste des sanctions sur le pays. J'ai tenu la promesse que je vous ai faite il y a 4 ans. Et la raison pour laquelle je n'ai pas mené à terme certaines d'entre elles, c'est parce qu'on m'a empêché de le faire. Rouhani peut se targuer d'avoir réussi à faire repartir les exportations pétrolières qui ont doublé depuis l'accord nucléaire. Et certains craignent la fin de cette politique d'ouverture si les conservateurs venaient à l'emporter vendredi. Le vol MS 804 entre Paris et le Caire s'était abîmé en mer Méditerranée le 19 mai 2016 avec 66 personnes à bord. Des traces d'explosifs ont été détectées selon l'Égypte, une manipulation, estiment les associations de victimes françaises. Que s'est-il passé ce jour-là? Remontons le temps pour comprendre. 19 mai 2016. Le vol 804 de la compagnie Egypt Air reliant l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle en France à l'aéroport international du Caire en Égypte s'est écrasé en mer Méditerranée avec 66 personnes à bord, ne laissant aucun survivant. Les faits. L'avion en partance pour l'aéroport international du Caire est parti du terminal 1 de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle le 18 mai 2016 à 23 h. L'atterrissage au Caire était prévu à 3 h le 19 mai. Alors que l'avion s'apprête à quitter l'espace aérien grec à une altitude de 37 000 pieds, les contrôleurs aériens grecs tentent de recontacter le pilote à 2 h, sans succès. Une fois rentré dans l'espace aérien égyptien, l'avion disparaît des écrans radars grecs à 280 km du Caire. Selon le ministre grec de la Défense Panos Kamenos, peu après son entrée dans l'espace aérien égyptien, l'avion a tourné de 90 degrés vers la gauche, puis de 360 degrés vers la droite tout en descendant de l'altitude de 37 000 pieds à 15 000 pieds et le signal radar a disparu à 10 000 pieds. Après cette disparition, plusieurs enquêtes sont alors diligentées. Selon le ministre égyptien de l'aviation civile, Chérif Fati, la possibilité d'un attentat est plus grande que celle d'un problème technique.
Cependant, aucune revendication terroriste n'a été faite, contrairement à celle émise lors du vol 92-68 de la compagnie Metrojet. Des problèmes liés à la sécurité ont été évoqués. Toutes les pistes sont donc envisagées pour expliquer cet accident, sans écarter aucune. L'Airbus A320, 232, dont le premier vol a été effectué le 25 juillet 2003, a été livré à Egypte Air le 3 novembre 2003. Il effectuait la liaison entre l'aéroport Paris-Charles de Gaulle en France et l'aéroport international du Caire en Égypte. Fin de ce journal, merci de nous avoir suivis et surtout portez-vous bien.